Le français par la méthode nature. Rédigé par l'auteur Arthur M. Johnson. Chapitre 32. 32e chapitre. Un homme à la mer. Quand Marianne, Fatima et Jeanne se sont promenées pendant une demi-heure, Fatima dit « Madame Marianne, vous ne croyez pas qu'Arthur a été assez puni et que nous pouvons le faire sortir de sa cabine ? Tu trouves ? Eh bien, descendons. Nous verrons s'il regrette la manière dont il s'est conduit. » Dans sa cabine, Arthur a d'abord passé un quart d'heure à se répéter combien il était malheureux et combien sa mère était injuste, car vraiment, il n'avait rien fait. En tout cas, pas assez pour être puni de cette manière. Il faut remarquer qu'Arthur trouve toujours que sa mère est injuste quand c'est lui qui est puni. Mais il trouve presque toujours qu'elle est très juste quand elle punit sa sœur. Mais après avoir pensé à son malheur pendant un quart d'heure, Arthur s'est senti fatigué, s'est couché sur le dos et s'est mis à regarder autour de lui. Il faisait chaud dans la cabine. On n'entendit que le bruit des machines. Les yeux d'Arthur se sont fermés, et peu à peu le petit garçon s'est endormi. Ainsi couché sur le dos, il ressemble à un petit ange plutôt qu'un petit garçon qui s'est très mal conduit. « C'est curieux, on n'entend aucun bruit, » dit Jeanne quand les trois s'arrêtent devant la porte de la cabine. « Oui, c'est curieux, » répète Fatima. « Que peut-il faire ? Vous ne croyez pas qu'il lui est arrivé quelque chose, Madame Marianne ? » « Oh non, » répond Marianne. Puis elle ajoute « Entrons, nous verrons ce qu'il fait. » Elle ouvre la porte sans faire de bruit et entre dans la cabine. Fatima et Jeanne entrent à sa suite. Quand elle voit Arthur qui dort, la bouche un peu ouverte, elle se met à rire sans pouvoir s'arrêter. À ce rire, le petit garçon se réveille brusquement et saute de la couchette. « Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ?» demande-t-il tout d'abord, ce qui fait rire encore plus sa sœur et Fatima. Puis, peu à peu, il se réveille entièrement et se met alors à rire lui aussi. « Eh bien, Arthur, » lui demande sa mère, « as-tu décidé d'être sage pendant le reste du voyage ?» Tout d'abord, Arthur ne veut pas répondre. Puis il dit en regardant le tapis de la cabine. « Oui. »« Oui, quoi ? » ?»« Je le promets. »« C'est bien. Ne l'oublie pas. Tu sais bien qu'une promesse, c'est quelque chose de très sérieux. Ton père tenait toujours ses promesses, tu le sais bien. »« Oh oui, maman. » Alors, quittons cette cabine où il fait vraiment trop chaud et remontons sur le pont. Sur ces mots, Marianne sort avec Fatima et les deux enfants sortent à sa suite. Quand ils montent sur le pont, ils voient que le soleil est maintenant derrière un gros nuage blanc. « Oh, maman, regarde !» s'écrie Jeanne dès qu'elle le voit. « On dirait un énorme cheval blanc. »« Oui, c'est curieux, » dit Marianne en souriant. « On dirait vraiment un énorme cheval. »« Moi, je trouve qu'il ressemble plutôt à un mouton, ce nuage, » dit Arthur. « Un mouton ? Eh bien, mon vieux, » commence Jeanne, mais elle est interrompue par Fatima qui, à ce même moment, s'écrie « Regardez, un avion ! Un avion ? Où ? » demande Arthur, qui a décidé depuis longtemps que quand il sera grand, il sera aviateur. Là, un peu à droite de la première cheminée. En effet, à droite de la cheminée, on voit dans le ciel un grand avion qui vient rapidement vers le bateau. Ses grandes ailes brillent au soleil. Comme il vole très haut, on n'entend presque pas le bruit de ses 4 moteurs. Dès qu'Arthur aperçoit l'avion, il se met à faire de grands gestes. Il sait bien que l'aviateur ne peut pas le voir, mais il le salue tout de même. Le visage tourné vers le ciel, il marche sur le pont sans voir où il pose les pieds. « Arthur !» crie Marianne. « Arrête-toi !» Le petit garçon n'entend rien, et les autres passagers autour de lui regardent également l'avion. Marianne croit déjà voir son fils tomber à la mer, elle voit son petit corps se débattre un instant contre les vagues, puis brusquement disparaître. Cette pensée lui donne des ailes, on dirait qu'elle vole au lieu de marcher. En moins d'une seconde,
Elle est près de son petit. Elle l'a saisi par la main et le tient aussi fort qu'un homme. Arthur essaye de se débattre. Il veut continuer à saluer son aviateur. Mais comme un instant, il a tourné son visage vers sa mère, il s'arrête brusquement, la regarde et s'écrie « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien, mon petit, rien », dit Marianne pour le rassurer. « Je croyais que tu allais tomber à la mer, et j'ai eu peur. » C'est maintenant le tour d'Arthur de rassurer sa mère. « Tu croyais que j'allais tomber à la mer? Mais maman, c'est impossible. Il y a le bastingage. Et puis, tu sais bien que je sais nager. Tu nages comme un poisson, mon petit, je le sais. Mais dans le port de Casablanca, la mer n'est pas profonde, tandis qu'ici, elle est très profonde, plus de 2000 mètres. » En entendant cela, Arthur demande « Dis, maman, qu'est-ce que vous auriez fait si j'étais tombé à la mer ?» Et comme pour répondre à sa question, une voix crie à ce même moment « Un homme à la mer !» C'est un jeune homme qui, en voulant montrer à une jeune fille comment un jour il avait attrapé un énorme poisson, a fait un geste trop brusque, et du bastingage où il était assis, il est tombé à la mer. Celui qui a crié est un monsieur qui a vu le jeune homme tomber, sans pouvoir l'aider parce qu'il était trop loin. Immédiatement, on fait savoir au capitaine ce qui s'est passé, et ce dernier donne immédiatement l'ordre d'arrêter le bateau. Mais les machines d'un grand bateau ne sont pas si faciles à arrêter que le moteur d'une auto. Et puis, pour arrêter un grand bateau, il ne suffit pas d'arrêter les machines, il faut les faire tourner dans l'autre sens. C'est ce que le capitaine donne l'ordre de faire. Et quelques minutes plus tard, le bateau s'est arrêté, 5 matelots montent dans une chaloupe, que d'autres matelots descendent à la mer. Le jeune homme qui est tombé à la mer est à quelques centaines de mètres du bateau. Heureusement pour lui, il semble savoir nager presque aussi bien que le poisson qui l'a fait tomber dans l'eau. Quand il voit que l'on a descendu une chaloupe, il se met à nager dans la direction du bateau. La chaloupe va vite. On dirait que les 5 matelots lui donnent des ailes. Il n'y a plus qu'une trentaine de mètres entre elle et le jeune homme. Sur le bateau, tous les yeux regardent dans le même sens. Tout à coup, quand la chaloupe n'est plus qu'à une vingtaine de mètres du jeune homme, la jeune fille aperçoit quelque chose de noir qui nage rapidement dans la direction de son camarade. « Là, là, regardez !» s'écrie-t-elle, les yeux pleins d'horreur. Et l'instant suivant, des centaines d'yeux se sont tournés dans la même direction. « Un requin !» s'écrie quelqu'un. Les matelots de la chaloupe ont également vu le requin, car c'en est un. Et en 3 secondes, ils sont auprès du nageur. Un des marins l'a déjà saisi par les mains. Et quand le requin arrive à l'endroit où il était le nageur quelques instants plus tôt, le jeune homme est déjà dans la chaloupe. Et quand l'un des marins fait tomber quelque chose dans la mer au même moment, le requin a peur et disparaît brusquement. Une dizaine de minutes plus tard, on a remonté la chaloupe et le jeune homme, qui est trop fatigué pour marcher, est porté par 2 hommes dans sa cabine, où il est couché sur sa couchette. Le tout n'a duré qu'un quart d'heure environ. Sur le pont du bateau, une vingtaine de personnes discutent ce qui s'est passé. On se montre l'endroit où le jeune homme se trouvait au moment où il est tombé du bateau. On se dit que la mer est très profonde à cet endroit. Et un monsieur d'une 60aine d'années dit à sa femme « Ma chère, c'est de cette manière que l'on se tue. Si ce jeune homme n'avait pas été un si bon nageur, et si les marins n'avaient pas été si rapides… » Il ne finit pas sa pensée, mais ajoute après un instant « Ah, cette jeunesse, elle ne pense à rien. »« Tu n'es pas juste, Albert, » lui dit sa femme avec un sourire. « Tu ne te rappelles donc plus cette fois où tu es tombé dans le lac en voulant me donner une fleur d'eau. » On ne dit pas une fleur d'eau. Tu as sûrement raison, Albert, mais ce n'est pas cela qui importe. Ce qui importe, c'est que tu es injuste. Bien, bien, dit son mari. Et sur ces mots, lui et sa femme s'en vont prendre une tasse de café au restaurant. Pendant toute cette affaire,
Marianne, Fatima et les enfants sont restés presque immobiles, au même endroit. La petite Jeanne a eu très peur au commencement. Mais Arthur l'a rassurée d'un air de grande personne. « Je te promets qu'il ne lui arrivera rien. Tu verras, ça ira très bien. Écoute, les machines tournent dans l'autre sens, et le bateau est déjà presque arrêté, tu vois ?»« Je vois, » répond Jeanne. Mais elle a tout de même eu très peur en voyant le requin. Mais Arthur l'a de nouveau rassurée. « Ça ne fait rien, tu sais. Un requin, il faut que ça tourne sur le dos pour pouvoir saisir un nageur. » C'est à l'école qu'Arthur a appris cela. Mais Jeanne n'a été tout à fait rassurée que lorsqu'elle a vu le marin saisir le jeune homme par les mains, et qu'elle a vu les deux hommes le porter dans sa cabine. Pendant tout cela, aucun des quatre n'avait remarqué que le nuage qui, tout d'abord, n'était qu'un cheval à droite de la cheminée du bateau, avait peu à peu couvert tout le ciel, comme un immense tapis blanc. C'est Marianne qui, la première, dit « Il fait un peu froid, vous ne trouvez pas ?»« Froid ?» disent les deux enfants en même temps. « Non, il ne fait pas froid. » Mais quand ils remarquent, eux aussi, que les nuages couvrent maintenant tout le ciel, il leur semble tout à coup que leur mère a tout de même raison. Le nuage n'est déjà plus blanc, mais gris, et l'on ne voit pas le soleil. Il fait aussi sombre qu'à 7 ou 8 heures du soir. Et voilà que le vent se met à souffler. C'est un vent froid. Ce n'est pas du tout un vent d'été, mais un vrai vent d'hiver. Les oiseaux volent plus vite. Leurs ailes aussi semblent grises plutôt que blanches comme avant. Une grosse goutte d'eau tombe sur la main de Jeanne. Une autre goutte tombe immédiatement après sur le nez d'Arthur. « Il pleut !» s'écrie-t-il. Et un instant plus tard, ce n'est plus une goutte, mais des dizaines de centaines de gouttes qui tombent autour de Marianne et des enfants. Et pendant que Marianne, prenant les enfants par la main, court dans la direction des cabines, les centaines de gouttes deviennent des milliers. Un grand cri va d'un bout du bateau à l'autre. « Il pleut! Il pleut !» Tous les passagers courent vers leurs cabines ou vers les salons. Et moins d'une demi-minute plus tard, le pont est abandonné par le dernier passager. La pluie qui tombe des nuages toujours plus sombres est froide comme une pluie de décembre. De minute en minute, elle devient plus forte. Et le vent, de minute en minute, souffle avec plus de force. La mer qui, une demi-heure plus tôt, était si calme et bleue a changé entièrement. Elle est sombre d'un vert presque noir, et de grandes vagues frappent le bateau avec force. Marianne et les enfants sont montés dans le salon de première et regardent par une des fenêtres. « Quelle tempête !» s'écrie Arthur. « Oui, c'est comme cette fois. Tu te rappelles où nous étions allés à Zemmour avec grand-père ?» dit Jeanne. « Oh oui !» dit Arthur. Il y avait des vagues plus hautes que des maisons de 3 étages. Disons 2 étages, remarque Marianne en souriant. Oui, mais tout de même, dit Arthur sans se retourner, le nez contre la fenêtre du salon. Le jour dont parle Arthur, il y a eu entre Casablanca et Azemmour une tempête d'une telle force qu'aucun bateau n'a pu quitter le port de Casablanca et que 2 petits bateaux, en voulant entrer dans le port, ont été saisis par une vague immense et ont disparu en moins d'1 minute. Beaucoup de personnes dans le port les ont vus disparaître. Durant un court instant, on a vu avec horreur les passagers et les matelots se débattre contre les vagues, sans pouvoir les aider. C'est ainsi que la mer punit ceux qui n'ont pas peur d'elle, a-t-on dit. Arthur se rappelle qu'alors, au commencement de la tempête, des milliers d'oiseaux ont passé au-dessus de leur tête. En quelques minutes, tous les cafés d'Azemmour, une petite ville à une 50aine de kilomètres de Casablanca, ont été abandonnés, comme le pont du bateau aujourd'hui. Seulement, cette fois-là, la pluie n'était pas froide comme aujourd'hui, mais presque chaude. Pendant 1 heure, les 2 enfants ne quittent pas la fenêtre du salon. Puis tout à coup, aussi vite qu'elle est venue, la tempête passe. Le vent se calme, les nuages laissent passer les premiers rayons du soleil. Le pont du Maroc, abandonné pendant la tempête, est de nouveau plein de monde. Le soleil disparaît encore de temps en temps,
derrière un nuage. Mais de minute en minute, ces rayons deviennent plus chauds. Il ne fait pas du tout sombre. Tous semblent contents et heureux, tous sauf ceux qui n'aiment pas les grosses vagues et sont encore malades dans leur cabine. Mais les enfants n'y pensent pas, et pour eux, le voyage continue, toujours aussi beau.